il existe, mais gardons-le dans ce sens très précis, et nous en avons une espèce de source abominable qui vient tétaniser toutes les initiatives. Pour conclure, 3 réflexions rapides sur les libertés en psychiatrie. La première, là je parle de la loi de 90. Il y a dans les tout premiers articles de la loi de 90, repris dans le Code de la santé publique, un texte qui rappelle les droits fondamentaux. Alors c'est très bien, on peut voter, on peut penser, on peut crier, on peut appeler son avocat, son médecin, tout ça c'est très bien. Je pense pour autant que ce type de texte est contre-productif, il est sans doute utile pendant un temps, parce qu'on a besoin d'une canne pour commencer à marcher, mais pourquoi est-ce que ce texte se trouve dans le chapitre santé mentale? C'est-à-dire qu'il y aurait besoin de rappeler aux équipes de psychiatrie qui seraient répressives par nature en quelque sorte, que le droit de vote, la liberté de communication, tout ça existe. Donc soit ce texte prend sa place dans les premiers articles du Code de la santé publique pour tous les patients, et c'est vrai que la question du droit de vote à l'hôpital, comme la question du droit de vote en prison d'ailleurs, est un véritable débat. Soit on le supprime, mais je ne vois pas pourquoi il y aurait cette idée qu'en quelque sorte le patient psy est naturellement en difficulté avec les droits et libertés et qu'il y a besoin d'un rappel législatif sur ces questions sont des principes qui s'appliquent à tous. Deuxième point, c'est par la loi, c'est les usages, et les usages qui sont à apprécier éventuellement à combattre. On n'a jamais pu l'envisager qu'on puisse, parce qu'il y aurait un cadre légal, se retrouver des pratiques exactement égalitaires et systématisées dans tous les services. Il y a des histoires, il y a des personnalités, il y a des habitudes et tout ça, donc il faut tout à fait accepter que on ne soit pas exactement de la même manière à Marseille et à Lille, ou dans un grand hôpital, dans un psy, et même entre deux services qui peuvent être proches, et le droit de bien se garder de vouloir pas réglementer ça. Ceci étant, il y a quand même des usages qui restent trop, et il nous vient des témoignages sur des pratiques de services fermés comme la chose, de pyjama à l'entrée, d'un ensemble de données que je ne peux pas rappeler ici, qui n'appellent pas la loi, qui appellent simplement à la réflexion, peut-être au fond du pouvoir aussi, et puis de temps en temps un recours incisif pour faire rappeler qu'est-ce qu'il en est de cette dimension du quotidien, mais comme avocat de la fille, je suis amené à confronter assez régulièrement, c'est-à-dire que si je suis sujet souffrant à l'hôpital, ce qui justifie la prise en charge, je suis aussi sujet, et qu'il doit y avoir un périmètre qui est celui de mon identification, qui doit être respecté dans toute hypothèse. C'est aussi placer une question sur le consentement, parce que l'hospitalisation sans consentement, c'est pas le soin sans consentement. Il n'y a pas besoin de loi pour cela, mais un travail d'analyse. Troisième point, sur le débat couvre publiquement Claude, le droit de l'ordonnance, une force aujourd'hui, cette question de la judiciarisation. Je l'aborderai pour ma part sous un angle très pragmatique, à savoir est-ce qu'on légifère parce que c'est bien, c'est intéressant, ou est-ce que c'est pour résoudre un problème. On peut dire est-ce qu'il y a un problème à résoudre. Alors, beaucoup de données, je n'ai pas en tant qu'avocat une analyse sur tous les points. En revanche, il y a des choses qui sont nettes. La France a été condamnée par la Cour européenne des droits de l'homme au cours de l'année 2006 12 fois pour, dans le cadre de mesures d'hospitalisation sous contrainte. J'ai la liste des 12 arrêts qui sont sur le site de la Cour européenne que l'on trouve là. La Cour européenne, qui est juge et diplomate, tout le monde le sait, ne remet pas en cause le principe même que la décision puisse être préfectorale en tenant compte notamment d'un certain nombre d'usages, mais en revanche, elle met une condition, c'est que si la décision est préfectorale, le recours doit être judiciaire, il doit être effectué dans des conditions qui sont celles de tout être humain dont les droits sont mis en cause. C'est-à-dire qu'il y a un débat sur les droits. C'est-à-dire que soigner sous contrainte, ce n'est pas de la répression, mais soigner sous contrainte, quand il n'y a pas le recours, à ce moment-là, ça peut être entré dans un processus répressif, et c'est pas la CNAVI qui dit, c'est la Cour européenne, dans une douzaine d'amendements, ce qui est considérable. D'autant plus qu'on sait le parcours que cela représente d'aller obtenir un arrêt dans le Cour européen des droits de l'homme, c'est administratif, ce qu'ils appellent, c'est le Conseil d'État, puis la Cour européenne. Et ces arrêts sont très mesurés, très intéressants. Donc il y a objectivement une dose arrêtée. C'est-à-dire que je crois que la réflexion, me semble-t-il, c'est pour la temps,
la question du juge. Et si on doit revenir à la question du juge, c'est pas en disant parce que d'autres pays européens le font, c'est parce qu'il est intéressant de le faire par rapport à un certain nombre de données qui sont à traiter. Et puis la deuxième donnée, c'est la qualité du recours en l'état actuel du droit, à droit inchangé, à loi inchangée. J'ai parlé des arrêts européens. Quand on regarde les décisions de justice qui sont rentrées et posent le même problème, des notifications d'arrêtés qui ne vont pas, des délais inadmissibles devant la justice, des expertises qui ne se font pas, des cours déficitaires, des audiences qui n'ont pas lieu, la complexité du contentieux entre le tribunal administratif qui joue sur la légalité de l'acte, le tribunal de grande instance sur le bien fondé, se refléter dans toutes ces données. Donc il y aurait un grand intérêt à civiliser ce domaine. Pour ma part, j'ai fait une proposition au nom d'un groupe de travail qui a commencé à se mettre en place au sein de la FNAPSIS, que s'il n'y a pas lieu, c'est pas possible dans l'immédiat de changer la loi, il faut en tout cas changer les pratiques, notamment dans l'accès au droit, et qu'un travail doit être fait auprès des tribunaux, auprès des barreaux. La complexité du droit n'est rien pour des professionnels du droit. Elle est tout, elle est énorme. Personne simple citoyen, encore plus quand il est miné par la souffrance psychique. En revanche, un avocat, c'est très bien débrouillé avec des contentieux très compliqués. Donc je crois qu'il faut réintroduire les droits de la défense dans le cadre de l'hospitalisation et que déjà on se retrouverait dans une situation qui au moins, et ça c'est une de mes objectifs, nous placerait hors d'atteinte de nouvelles condamnations par la Cour européenne des droits de l'homme parce que l'accès au droit serait mieux assuré. Enfin, je vous remercie. Bravo. Je vous remercie Gilles de ces explications et de tous ces rappels. Pour information, parce que c'est vrai que nous ne savons pas communiquer et donc nous ne disons pas tout ce que nous faisons. Seul le conseil d'administration de la FNAPSIS est à peu près au courant de tout ce que nous faisons. Actuellement, nous sommes sur une affaire d'un hôpital que je n'aimerais pas, où toute personne hospitalisée sous contrainte, HDT ou HE, est mise systématiquement en chambre d'isolement, toute nue, pour le principe de précaution. Hospitalisation sous contrainte, précaution, violence, même ceux qui ont fait une tentative de suicide. Et, en plus, tout nu, principe de précaution, un malade se serait, parce qu'on demande quand, mais on n'a pas la réponse, se serait étouffé avec ses vêtements, il fut un temps. Donc voilà comment ce service travaille. Ça nous a été démontré, bien entendu, par les usagers, mais également par les soignants qui le font parce que c'est une procédure et qui n'acceptent pas cette procédure. Vous voyez sur quoi on travaille, en toute discrétion, en tout consensus. On n'attaque pas, on ne met pas ça dans Libération ou dans Le Monde. On essaye de régler le problème sur le terrain pour être respecté, mais c'est pas facile. Alors, Monsieur Olivier, courage. Merci à Claude de leur invitation aujourd'hui à cette étape, je dirais, où nous permet de poursuivre le chemin sur lequel nous nous efforçons d'avancer ensemble avec Jean Calvat dans ce dialogue si précieux, je dirais, qui nous permet de mobiliter un peu le domaine de la psychiatrie avec des éclairages et mise en relief de différentes questions qui se posent, notamment sur le sujet qui a été sur les abondants de la table ronde, ce que je considère comme le cœur du métier, le cœur du métier de la psychiatrie. Liberté individuelle, il faut résumer le travail du psychiatre en une phrase. Il s'agit de restaurer les espaces de liberté psychique chez un patient, chez lesquels ces espaces sont affectés par le maladie. Pour lui permettre de construire sa vie, pas la vie qu'on aurait formatée sur la base d'une norme, mais retrouver, à partir de ces espaces, la construction de vie personnelle qui lui appartient. Déjà que le psychiatre, en ce sens, est plus un accoucheur qu'un prescripteur. C'est vrai aussi que notre métier nous conduit à hospitaliser sous contrainte, c'est-à-dire à soigner des gens contre leur vie, ce qui peut paraître paradoxal. Je dirais l'enjeu majeur de la pratique psychiatrique